Si vous voulez maintenant, je vais redonner la parole à chacun des participants de ce matin pour une conclusion rapide ou une remarque rapide qu'il voudrait rajouter. Je commence par ordre, Monsieur Biad. Je suis surpris. Je ne m'y attendais pas. Juste dire que, effectivement, sur la question des instruments de non-prolifération, j'ai bon espoir que la liste qui a été jusqu'ici validée puisse s'étendre au fameux projet de traité interdisant les armes nucléaires. Mais bon, c'est peut-être rêvé. Mais en tout cas, au moins dans un premier temps, le cut-off, le traité sur l'interdiction de la production de matières fissiles à usage militaire, et bien sûr l'espoir, et là ça dépendra bien sûr d'Israël, la constitution d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Voilà, merci. Merci. Quelques points très rapides. S'agissant d'une ZEADM au Moyen-Orient, la condition n'est pas Israël, mais la condition est un débat entre Israël et des pays arabes, Algérie en tête. Deuxièmement, sur un traité cut-off, s'il y a un traité un jour, la négociation commence à la céder, ce ne sera pas un traité sur l'utilisation des matières fissiles à usage militaire, mais pour les armes nucléaires. Alors ça, c'est la position de la France et je pense qu'elle n'en démordra pas. Troisièmement, faiblesse de la résolution 1540 du Conseil de sécurité. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc je voulais juste dire un petit mot pour tout le monde. La faiblesse de ce comité, c'est que c'est un comité de suivi et pas un comité de vérification. Donc la compliance, le respect de tous les États à l'égard de la résolution 1540, c'est de fournir des rapports de mise en œuvre ou sur les mesures mises en œuvre ou pour lesquelles les États ont une intention de faire. C'est tout. Donc c'est la faiblesse assez importante du dispositif et espérons-le, on pourra aller vers un renforcement du dispositif à l'issue de la prochaine échéance en 2021. État possesseur de l'arme nucléaire. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit flottement entre nous depuis le début, que les choses soient claires. On peut présenter la planète nucléaire de la manière suivante. Il y a 5 États dotés au sens de l'arme nucléaire. Il y a 2 États possesseurs de l'arme nucléaire et qui le revendiquent, que sont l'Inde et le Pakistan. Un État, Israël, qui est dans une politique d'opacité, qui ne nie ni n'affirme. Et un État, la Corée du Nord, qui est en passe peut-être de devenir un État nucléaire, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. Et cet État s'est retiré unilatéralement en faisant valoir la clause de sortie du traité de non-prolifération en janvier 2003, de manière parfaitement à la fois illégitime et illégale, puisque cette sortie devait être en rapport avec des événements exceptionnels mettant en jeu l'intérêt de la nation, ce qui en janvier 2003 n'est absolument pas avéré, au contraire. Donc c'est pas seulement un petit débat ou un flou de doctrine, c'est un mensonge sur lequel s'est bâtie une volonté de sortie du traité, et c'est l'une des faiblesses importantes du traité de non-prolifération aujourd'hui. Dernier point pour vous, monsieur, la validité de la dissuasion, vous posez la question. Je pense qu'il est excessivement difficile de répondre en 1 minute comme ça, parce que ce serait vraiment l'objet d'un colloque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les postures de dissuasion des États dotés sont des postures évolutives. Aujourd'hui, la dissuasion française du faible au fort n'a plus lieu d'être. La rupture qu'a été la fin de la guerre froide a été considérable dans l'élaboration et dans la mise en forme des doctrines. Et aujourd'hui, la position d'un pays comme la France, s'agissant de la dissuasion, est de considérer que nous sommes dans un monde fait de surprises stratégiques et de ruptures stratégiques possibles, confère la Russie aujourd'hui et son président Poutine, et qui justifie que la France soit toujours dotée d'un outil de dissuasion fiable, sûr et sécure. Voilà, donc c'est une doctrine qui est extrêmement évolutive. Donc voilà, j'ai voulu revenir sur ces 5 points de détail plutôt que de faire une conclusion, parce que c'est des points importants. Merci. Merci, je serai extrêmement bref. On a parlé de dissuasion, de renoncement à l'arme nucléaire. Je pense qu'il est intéressant, si on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais la question de l'Ukraine aurait été très intéressante sur ce point-là, puisqu'on sait très bien qu'elle avait obtenu une forme de garantie, et puis qu'en échange de son renoncement à l'arme nucléaire, et on voit aujourd'hui certains s'en mordent les doigts. Je dirais, autre élément peut-être sur lequel vous avez gentiment laissé ma conclusion à l'écran depuis un certain temps déjà. J'apprécie d'autant plus que je pense que l'ensemble des discussions que nous avons eues, que ce soit pour la non-prolifération, que ce soit pour le commerce, démontrent à l'envi qu'on voudrait qu'on soit dans le domaine du droit, et que très souvent nos débats ont démontré que malheureusement on est pour l'essentiel dans de la soft law. Je m'arrêterai là.
Oui, on est dans le domaine du droit, c'est vrai, mais on voit que le contexte international a poussé justement ce droit à avancer aussi, à trouver de nouvelles ressources. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur l'initiative humanitaire, c'est aussi une des conséquences donc, des Marshall à la CIJ. Le fait de la prise en compte des vétérans des essais nucléaires, c'est aussi parce qu'il y a eu avant des arrêtés, différentes choses, il y a une volonté de la société civile qui a travaillé dessus, qui a fait naître une prise de conscience en France qu'effectivement la bombe, c'est quelque chose qui est dangereux et qui pose des conséquences sanitaires et environnementales, ce qui n'était pas encore reconnu jusqu'en 2010 de façon ouverte. Sachant qu'aujourd'hui, si je reviens sur la question du traité d'interdiction des armes nucléaires, pour revenir sur ce que vous disiez au tout départ, sur le consensus politique, aujourd'hui on a de plus en plus de parlementaires qui s'interrogent en France, tous bords politiques, qui s'interrogent à la fois sur la dissuasion, sur la transparence, sur la réalité des coûts, sur la pertinence d'avoir cette force, sur l'inégalité entre forces nucléaires et forces conventionnelles. On a de plus en plus aussi de parlements à travers le monde, dans des États qui bénéficient du parapluie nucléaire de l'OTAN, qui aujourd'hui prône justement d'aller vers un désarmement nucléaire, qui n'arrive pas à faire passer encore cette notion directement auprès de leur gouvernement, mais qui posent en tout cas, qui font que certains États, je pense notamment à la Norvège, la Hollande, commencent tout doucement à avoir des positions schizophréniques, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une alliance nucléaire militaire, et ils ont une majorité de leur population qui est en faveur du désarmement nucléaire, et ils ont une majorité de leur parlement qui est aussi en faveur du retrait d'armes nucléaires pour ce qui est des Hollandais, puisqu'il y a des armes nucléaires américaines stationnées, ou enfin, en tout cas de cesser cette pertinence à la dissuasion nucléaire. Donc voilà, on voit que véritablement les choses avancent sur cette question-là et qu'elles ne sont pas du tout, elles sont loin d'être stériles. Alors pour conclure, en quelques mots de ce que j'ai pensé, moi je suis ravi d'avoir participé à cette matinée, et là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'on a, je pense, réussi à mettre en évidence les difficultés du droit international en général, et plus particulièrement sur la question des armes nucléaires, qui est extrêmement sensible. On sent qu'il y a beaucoup de bonne volonté qui existe sur cette thématique, qui vont vers un désarmement, mais on est confronté à des difficultés juridiques, politiques, géopolitiques sur cette thématique. Donc moi je trouve que dans cette thématique-là, c'est bien d'avoir réussi à mettre en évidence ces limites, ces difficultés, malgré les bonnes volontés qui sont importantes. Merci. Maryse, est-ce que vous voulez oui. Simplement, je voudrais rebondir sur une question qui a été posée initialement au tout début. Il ne faut pas demander au droit plus qu'il ne peut donner. C'est-à-dire que dans la société internationale, le droit international est fondé sur la souveraineté des États. Et sur le plan du droit interne, le droit et son efficacité est fondé sur la volonté de l'État. Certes, il y a des sanctions qui sont prévues par le droit, mais il ne faut jamais oublier que l'État ne peut pas retourner contre lui-même le système de sanctions qu'il a lui-même établi. Donc voilà, le droit, comment dire, est d'une certaine façon limité. Il a une inefficacité qui est irréductible. Dans le même ordre d'idées, je voudrais ajouter juste aussi une chose, mais c'est la même idée que vient de développer Maryse. On met en place à l'échelon international des organismes de garantie, on met des gardiens. Et donc revient toujours en tête cette vieille formule, cette vieille interrogation que posaient les Romains, mais vous l'attendez, qui est « qui custodet custodes », autrement dit « qui gardera les gardiens ?» Qui garantira ceux qui garantissent?